Donc, effectivement, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été dites par l'oratrice précédente, donc je ne reprendrai peut-être pas certains points. Donc, on a parlé de transition, on doit parler de transition énergétique. Ce matin, on a parlé de transition démocratique, mais il y a quelque chose qui m'a quand même frappé dans un certain nombre de conventions ou de forums auxquels j'ai assisté. On voyait des fonctionnaires de Libye ou des fonctionnaires d'Égypte en particulier, même de Tunisie, et ils faisaient, donc ça c'était tout récent, donc en 2013 ou fin 2012, et ils faisaient référence à des programmes, je dirais, sur les énergies renouvelables qui, eux, dataient de 2009, 2008, 2010. Ça veut dire qu'en fait, finalement, il y avait bien une continuité sur la politique énergétique au-delà des changements politiques qui pouvaient avoir lieu. Et d'une certaine façon, c'est plutôt rassurant, je dirais. Alors, quel est l'enjeu de la transition énergétique en Méditerranée? C'est à la fois de répondre à des besoins énergétiques qui sont en forte croissance. Hein. Par exemple, si on fait référence à l'Égypte, je crois que la demande électrique a cru de 7% par an en moyenne depuis 1990, tout en n'aggravant pas les impacts sur l'environnement, aussi bien sur le plan local que sur le plan global. Alors, et puis un impératif aussi, c'est de rester compétitif grâce à la maîtrise de l'énergie et puis la sobriété énergétique. Donc, la diversification du mix énergétique vers les énergies renouvelables est vraiment un impératif, surtout dans un marché méditerranéen qui est de plus en plus libre, de plus en plus ouvert, et dans un contexte énergétique international qui est de plus en plus volatile et incertain. Donc, ça c'est de l'autre côté. Alors, un plan, alors j'essaierai d'être rapide et ne manger pas plus que à quoi j'ai droit. Donc, je vais parler du marché photovoltaïque mondial, du potentiel d'énergie renouvelable dans la région méditerranéenne, de Total, qui est mon employeur, et puis comment aller vers la compétitivité du solaire. Alors, le marché global, je ne vais pas tout décrire. Peut-être des choses qui ont été dites si on regarde le tableau numéro 2. L'intérêt quand même de l'énergie solaire photovoltaïque en matière de grammes de CO2, contenu CO2 du kilowattheure. Bon, on l'évalue entre 15 et 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Hein. Donc ça, c'est le tableau numéro 2, le côté vert sur la droite. Bon, par rapport au charbon, c'est quand même nettement moins, puisqu'on a du 670 grammes de CO2 par kilowattheure. Et pour les meilleures turbines à gaz et CGTT, on est de l'ordre d'un peu moins de 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, pour reprendre les scénarios qui étaient évoqués ce matin, on voit bien que l'énergie solaire photovoltaïque a son utilité justement pour décroître l'intensité en CO2 des kilowattheures. Alors, le tableau 3 que je vais commenter aussi, c'est la consommation en eau pour différentes sources énergétiques. Et c'est un tableau que j'ai pris dans l'EPIA. Donc l'EPIA, c'est European Photovoltaic Industry Association, pour lequel je représente ma société. Et on voit effectivement que pour ce qui est vert, donc le photovoltaïque a une empreinte ou un besoin en consommation d'eau qui est quand même bien inférieur à la majeure partie de toutes les autres sources énergétiques, bon, à l'exception de l'éolien. Donc, bon, après, le tableau 1 et le tableau 3, ils sont self-explanatory. Alors, comment utiliser le solaire? Rapidement, bon, mais pour, je pense que tout le monde. Donc, effectivement, soit on l'utilise de façon passive, c'est l'effet de serre. Ça, donc, chez vous, il vaut mieux avoir des ouvertures vers le sud que vers le nord. C'est le solaire thermique, basse température.
Donc, en particulier, la Tunisie a un plan de développement de solaire thermique qui est très très important actuellement. Le solaire concentré, ça c'est le solaire thermique haute température, donc 400 degrés pour générer de l'électricité. Mais on peut aussi utiliser le solaire concentré à des températures un peu plus basses pour la génération de chaleur, en particulier dans les industries de l'agroalimentaire. Et c'est ce que fait l'Égypte en particulier. Et puis le solaire photovoltaïque. Donc là, vous avez un panneau module SunPower, donc une filiale de Total qui a des rendements électriques au niveau du module de 20%. Alors, quels sont les enjeux du solaire? Bon, globalement, c'est de devenir compétitif par rapport en matière de... C'est la parité réseau, donc réduire les coûts, augmenter les rendements des cellules et des modules. Après, c'est quoi? Adapter aussi le réseau à ces nouvelles énergies. Alors, ça, c'est la gestion de la demande, qui peut être gérée par par une entité externe, c'est-à-dire l'idée de faire tourner les machines que vous avez à un moment donné voulu par le gestionnaire de réseau. Donc là, on a des projets, en particulier en France et dans les îles outre-mer, qui est un projet très intéressant qui s'appelle Millénaire. Après, il y a le stockage. Le stockage d'énergie, c'est aussi très très intéressant. Donc l'Allemagne se lance dans de grands projets de stockage d'énergie. Les stockages d'énergie sont déjà une réalité, en particulier dans les pays asiatiques, au Japon, en Corée. Donc tous ces pays ont développé des stockages au niveau des maisons individuelles qui ont tout leur sens. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'intégrer le solaire dans le bâtiment sur son toit. Bon, ce que j'ai fait pour ma propre maison à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, c'est-à-dire mis des panneaux solaires, 3 kW, sur ma maison. Alors, quels sont les marchés? Alors, si on regarde en 2012 par rapport à 2011, donc, le marché global du solaire est à peu près le même. Pour la première fois, il a été stagnant depuis tout le temps, c'est-à-dire autour de 30 gigawatts. Et l'Allemagne est le premier pays installateur de capacités solaires photovoltaïques. Et parmi les pays qui viennent derrière, donc il y a la Chine, l'Italie, les États-Unis, le Japon. Et donc les pays qui montent actuellement, ce sont effectivement ces 3 pays que j'ai cités, la Chine, les États-Unis et le Japon en particulier, qui a une politique de développement du solaire photovoltaïque qui est très très volontariste. Et puis derrière, on voit des pays comme l'Inde et l'Australie qui montent aussi en puissance. Alors là aussi, je ne vais pas tout commenter, mais on voit sur le tableau numéro 1, en haut à gauche, donc effectivement l'augmentation exponentielle des capacités installées dans le solaire photovoltaïque. Et ce qui est intéressant, c'est le tableau en haut à droite. On voit que le solaire a été la première source énergétique en termes de capacité en 2012 dans l'Europe des 27. C'est-à-dire que c'est la première source énergétique en Europe. Et si on prend les 10 dernières années, on s'aperçoit que le solaire vient en 2e position après l'éolien, si je lis bien, et donc les turbines à gaz arrivant ensuite. Voilà. Alors, l'intérêt du solaire photovoltaïque, ça c'est... Bon, moi je suis convaincu, mais donc ça c'est pour vous, mais enfin, c'est tous les paramètres qui sont évoqués, c'est effectivement il y a un potentiel de croissance qui est énorme, un potentiel de développement. Il y a énormément de chercheurs mondialement. Enfin, quand on va à des conventions de chercheurs, donc en particulier, je sais pas, il y a le EuroPV, enfin, qui est en Europe tous les ans. Donc on voit 5000 chercheurs. Donc il y a vraiment du brain derrière. Et ce qui est là, c'est la simplicité d'opération, etc. Et puis un potentiel de création d'emplois qui est assez important. Alors, les utilisations du solaire photovoltaïque, les centrales solaires, les maisons privées, ça c'est pas ma maison, mais ça pourrait être la mienne. Donc ça, c'est toutes les activités
les applications solaires qui sont connectées au réseau électrique, et après les applications pour les parkings solaires, les toitures de parking. C'est ce que Total a fait dans un certain nombre de ces installations industrielles sur les parkings de raffineries, par exemple. Et puis, toutes les activités hors réseau, donc le pompage solaire, puis télécom, oil and gaz, etc. Alors, quel est le potentiel de l'énergie solaire en région méditerranéenne? Donc, on en a déjà parlé un peu avec Sylvia. Je vais citer ce que dit le ministre de l'énergie du pétrole. Hein, donc, ça, c'est Ali Al-Naimi, donc, qui a dit que l'Arabie Saoudite aspires to export as much solar energy in the future as it exports oil now. Hein, donc, ça a été dit par l'Arabie saoudien. Et donc, ils travaillent dessus. Donc, récemment, j'étais dans l'Institut Coast, hein, King Abdullah University of Science and Technology. Donc, c'est un axe de développement sur les énergies nouvelles. Les étudiants sont formés. On met l'accent là-dessus. Alors, le potentiel est là. Donc, en haut, photo du haut, c'est le potentiel éolien. Donc, il est très fort en mer du Nord, effectivement. Mais il est aussi très fort, et c'est pour ça qu'on voit de nombreux parcs éoliens le long de la mer Rouge, en Égypte, et puis au sud, c'est toute l'irradiation donc dans les pays du sud. Donc c'est pas évident, mais effectivement, ça vaut le coup de faire du solaire là où il y a des fortes irradiations. Alors, pourquoi ce tableau? Alors, ce tableau montre effectivement que les énergies renouvelables comme source, comme pourcentage dans la génération électrique dans un certain nombre de pays qui sont cités, restent très faibles. Donc ça pose un problème, comme ça a déjà été dit par Sylvia, pour les pays qui, eux, n'ont pas de ressources pétrolières. Et donc, ils doivent importer, ça leur coûte cher. Donc, en particulier la Jordanie, la Tunisie, etc. Et puis, pour les pays qui exportent du pétrole, ils veulent garder leur pétrole ou leur gaz, le faire durer le plus longtemps possible. Donc, quand il y a des ressources énergétiques, et ressources renouvelables, elles viennent essentiellement de l'hydroélectrique. Alors, on voit ensuite la demande d'électricité en haut. Elle croît en général, sauf cas exceptionnel, à des taux qui sont quand même très importants. En général, c'est au-dessus de 4 à 5% par an. Donc, il faut répondre à cette demande énergétique des populations. Et c'est pour ça que les énergies renouvelables ont toute leur place et dans ce futur mix énergétique. Ça, c'est un tableau. Je reprends dans un transparent un tableau qui a été déjà cité précédemment. Mais enfin, tous les pays de la région MENA ont des objectifs qui sont très, très ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables. En particulier, l'Arabie Saoudite, c'est particulièrement impressionnant, puisqu'il parle de 5 gigawatts de solaire en 2020. Donc, c'est pas rien. La Turquie, l'Algérie, le Maroc, de 2 gigawatts en 2020. Là aussi, il faudra y arriver quand même. Alors, quelques idées d'approche pour l'avenir. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est dans le résidentiel, c'est pousser l'autoconsommation. Ça, c'est un point important. Le net metering, donc ça aussi, c'est un moyen de développer l'utilisation du solaire. Et puis, pour tout ce qui est utility, c'est-à-dire les grands champs électriques, l'idée, c'est de faire des appels d'offres qui sont multi-annuels, qui garantissent des volumes suffisants pour les investisseurs, et puis d'avoir des obligations pour les utilities, c'est-à-dire pour les électriciens, d'accroître leur pourcentage de génération électrique dans leur portefeuille. Alors, ça c'est pour
quelques photos. Donc il y a deux principales technologies dans le solaire photovoltaïque. Sur la gauche, c'est tout ce qui est couche mince avec des rendements qui sont moindres mais qui sont peut-être plus faciles à mettre en œuvre. Et puis tout ce qui est silicium cristallin, donc les technologies, ça c'est sur la droite avec les meilleurs rendements, mais qui étaient un peu plus chers à produire. Voilà. Et puis ce qu'on retrouve en particulier dans les pays du Sud, surtout actuellement en Espagne, mais aux États-Unis, Californie, etc., c'est le solaire concentré avec des rendements qui peuvent être énormes. Ça peut être plus onéreux, mais des rendements qui peuvent aller au-delà de 30%. Donc c'est ce qui est pas rien. Alors Total, ma société. Alors Total est l'actionnaire majoritaire de la société américaine SunPower, donc 66%. Qui est un des leaders mondiaux du solaire photovoltaïque avec un chiffre d'affaires 2012 de 2,4 milliards de dollars et qui fabrique des cellules et des panneaux solaires, mais qui aussi fait des fermes solaires, donc en contrat clé en main. Voilà, donc récemment, SunPower a vendu un champ donc de 500, ce plus grand champ mondial de solaire, donc de 580 mégawatts en Californie, donc pour 2 milliards de dollars à un fonds appartenant à Warren Buffett. Et puis Total est l'actionnaire aussi à 20% d'une centrale solaire concentrée, donc à Abu Dhabi, donc de 100 mégawatts. Voilà, il s'appelle Shams. Alors, j'ai mis quelques photos de Shams, on ne va pas développer. C'est un projet qui a été inauguré il y a un mois, je pense, donc capacité 6 MW. Et puis, il y a une petite partie gaz aussi pour augmenter la température justement pour faire un meilleur rendement électrique. Voilà, donc c'est quand même 230 hectares dans le désert. Voilà. Et un financement donc, qui a été signé avec 10 banques, donc un financement non-recourse. Voilà, donc voilà. Voilà, bon, l'électricité a été injectée donc première électricité en janvier 2013, inauguration il y a un peu moins de 2 mois. Donc on a beaucoup parlé dans la presse locale. Et Total est effectivement très fier d'être associé à ce projet. Alors, quelques idées sur Shams, mais enfin, Shams crée des emplois, et voilà, ça, c'était ce qu'on retrouve sur le site internet de Shams, donc vous aurez tout ça. Alors, sur SunPower, donc ce qui est important, c'est effectivement de faire de la recherche permanente pour améliorer les cellules et le rendement des cellules. Là, il y a quelques photos d'engins qui utilisent des cellules SunPower. En particulier, en haut, on voit l'avion Solar Impulse, donc, qui est en train de faire des prouesses. Il était parti il y a quelques mois de Suisse, et puis il est allé jusqu'à Ouarzazate en plusieurs morceaux. Bon, il a un peu de peine pour aller je crois qu'il avait atterri à Casablanca, puis après il est allé à Ouarzazate. Enfin, il fallait que les conditions soient bonnes. Je sais qu'il a eu des problèmes aussi à Madrid, parce qu'il le temps qu'il y avait du trafic. Et puis là, actuellement, il est aux États-Unis. On en parle actuellement dans la presse. Il vole aux États-Unis. Alors, là, parce que je suis au Maroc, et je vais donner quelques chiffres sur Temasol. Donc, c'est une société d'électrification rurale qui est basée à Rabat, et dont je vais revoir le directeur. J'avais été président de cette société en 2009, avant que ce soit rétrocédé à Temasol. Donc c'est une société marocaine d'électrification rurale. Bon, l'activité d'électrification rurale actuelle n'occupe que 40% de son activité. Mais à fin décembre 2012, on voit il y avait quand même plus de 22 000 installations solaires, donc ici dans tout le pays, au Maroc, avec 11 agences, 23 provinces, et puis donc c'est un des projets dont personnellement j'étais le plus fier, parce qu'on voyait une utilité sociale
humaine immédiate, pour l'accès à l'énergie des populations qui en étaient démunies. Voilà. Alors, de la même façon, Total a d'autres programmes d'électrification rurale au Maroc, en Afrique du Sud, etc. Mais ça, c'est... Et à travers nos stations-service aussi, nous avons vendu plus de 100 000 lampes solaires, donc qui servent aux populations qui n'ont effectivement pas du tout accès à l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, bon, comment aller plus loin sur toutes les technologies du solaire? Donc, il faut améliorer le rendement, etc., améliorer la durée de vie. C'est des matériaux qui durent quand même 30 ans, donc sur le toit. Et puis, des sujets qui n'ont pas tellement été abordés, mais on pense maintenant aux recyclabilités de ces produits. En particulier, donc, le solaire doit satisfaire toutes les directives européennes, RoHS, REACH, etc., W3E. Voilà, donc ça, c'est des points importants. Bon, et puis maintenant, ça c'est juste une symbolique pour dire que maintenant, quand le soleil tape sur les modules, on a beaucoup de chaleur, un peu d'électricité. L'idée, c'est d'arriver à droite avec beaucoup d'électricité et moins de chaleur. Alors, conclusion, l'industrie du solaire photovoltaïque a énormément de potentiel. Elle a un potentiel non seulement dans la fabrication des modules, mais il y a du potentiel pour toutes les industries qui sont liées donc au panneau lui-même. Et c'est là où on peut améliorer et augmenter le contenu local de cette industrie. Donc c'est dans l'électronique, c'est dans les équipements, c'est dans la chimie, c'est dans la construction. Et donc dans tous les pays, on peut faire donc quelque chose. Voilà, puis après, ça, c'est un autre sujet intéressant, en particulier dans des pays comme le Maroc, le Maghreb, c'est donc d'avoir cette double fonction solaire photovoltaïque et greenhouse, donc serre, puisque, je veux dire, au moins on peut bloquer le rayonnement solaire quand il est trop fort et qu'il empêche la croissance des végétaux. Et puis, pour finir, je crois que c'est ma dernière, ouais. Donc, pour finir, les conditions du développement du solaire dans la région MENA, donc c'est la vision. Donc, la vision, ça, on en a beaucoup parlé ce matin, la vision, c'est une vision énergétique mais sur laquelle les gouvernements, tous les stakeholders, les responsables s'impliquent. Le support financier, bon, ça c'est quand même un gros sujet, mais on peut compter sur des institutions multilatérales et bilatérales. Bon, par exemple, des banques, enfin, on peut citer les banques allemandes comme la KfW qui font vraiment des merveilles, mais aussi la Banque mondiale, enfin, l'AFD, etc. Et puis après, l'information, des populations, alors ça, les populations, ce qu'on appelle l'innofusion, c'est-à-dire l'innovation, et puis l'infusion, c'est-à-dire que les technologies, les gens, enfin, c'est ce qui a été dit ce matin que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire que les populations doivent s'approprier cette innovation, cette technologie, justement pour prendre sur eux et être partie de cette croissance, enfin de cette chaîne de développement énergétique des énergies renouvelables. Puis après, c'est l'éducation et puis le développement du réseau.